Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Leur point commun ? Ils ont su croire en eux afin de prendre leur envol et mettre en scène leurs passions, talents, convictions et potentiel. Au-delà d'une simple valorisation de ces vécus passionnants, Instant Cactus se veut aussi une exploration des réflexions et questionnements qui ont jalonné leur chemin. En espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol, je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, je discute aujourd'hui avec Céline Herran, la cofondatrice de Conspiracy Chocolate. Bonjour Céline, bienvenue sur Instant Cactus. Merci de m'avoir. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es et quel est ton parcours ? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Céline. J'ai grandi ici à Genève. J'ai été au collège Calvin, comme beaucoup d'entre nous. Et par contre, après le collège, je suis partie voyager pendant 1 an d'abord. Et après, j'ai été faire l'université en Angleterre, à Nottingham. Et là, j'ai fait un échange à Hong Kong pendant 1 an. Et je suis tombée amoureuse d'Hong Kong. Donc, je suis rentrée faire mon master. Dès que j'ai fini mes études, je suis repartie à Hong Kong. J'ai été bosser dans une compagnie qui fait des Startup Accelerator Programs. Et donc là, je suis restée aussi 2 ans. Et en fait, l'idée, c'était de matcher des corporates avec des startups et vraiment de résoudre les problèmes des corporates. Donc, c'était vraiment action-oriented et c'était vraiment génial. Après, je suis passée en part-time à Hong Kong et j'ai commencé, entre-temps, un petit business de chocolat avec mon partenaire, Amit. Et en fait, l'histoire, c'est que les deux, on adore cuisiner et qu'on cuisine tout le temps à la maison. Et on a commencé un peu à tâter dans le chocolat, je dirais. Donc à Hong Kong, le choix du chocolat n'est pas tant vaste. On a du Lindt au supermarché. Cadbury, peut-être. Cadbury, mais ça s'arrête là. Et donc on était un peu frustrés, moi étant suisse forcément. Et en fait, le grand-père d'Amit avait un restaurant. Donc il l'approvisionnait en chocolat pendant toute son enfance. Et donc on a commencé en fait à fondre des barres de Lindt et ajouter des épices. Parce qu'on aime bien ce qu'est le côté salé, donc jouer avec les épices, les saveurs. Donc on a commencé à mélanger ça dans le chocolat. On a fait, le premier c'était romarin, on a fait piment, tout ce qui était, on a fait beaucoup de piment, des épices assez fortes. Et là c'était chez vous dans une grande casserole à la maison. Et en fait on comprenait pas vraiment comment ça fonctionnait le chocolat. Parce que c'est assez compliqué. Donc, c'est très théorique, mais c'est aussi tout un art que tu dois apprendre et éduquer tes sens, vraiment. Donc, on comprenait pas tellement. Il y avait des lignes partout. On était là, bon, c'est quand même... on devrait quand même lire un peu sur le chocolat, comment ça fonctionne. Donc, après, on a appris un peu le tempering, ce qui est une étape assez complexe. Et après, j'étais rentrée en Suisse le février. Donc, ça, c'était 2018. Ouais, février 2018, je suis rentrée en Suisse. Et j'ai été faire un atelier chez Caillé, de la Bean to Bar. Donc, j'ai été faire ça, j'ai tout appris. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, on peut pas continuer à faire fondre des tablettes Lindt. C'est pas très moral. Donc, on a commandé des beans, des fèves de cacao, d'une compagnie qui s'appelle Uncommon Cacao, qui est basée aux États-Unis. Et en fait, ce qu'ils font, c'est un peu une coop. Ils travaillent avec des petites fermes en Amérique latine et ils distribuent en fait les fèves. Donc, on a commandé 3 samples. On avait Colombie, Belize et Guatemala. On a commencé à bosser avec. On a beaucoup aimé la Colombie. Mais par contre, après, quand on voulait prendre un shipment de Colombie, c'était trop compliqué. Il fallait les passes phytosanitaires. Et puis, même, c'était une distance tellement grande qu'on se disait, bon, il y a du cacao en Asie, pourquoi pas chercher en Asie? Et quand j'étais entre les 2 jobs, en fait, j'ai été au Vietnam, juste pour des vacances, et j'ai vu des fèves de cacao dans un café. J'ai pris le pack et j'ai contacté le fermier, en fait, qui était de la même région. Et il a dit, pas de souci, je t'amène des samples. Donc, il m'a amené 2 cacao sur sa moto. Comme ça, il m'a amené 4 kilos que j'ai ramené dans la valise. Et on a essayé. Et il y en a un qu'on aimait bien, donc le Dak-Lac, qu'on utilise maintenant. Je lui ai écrit par email. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'envoyer 50 kilos par avion? Et il me dit, bon, j'ai jamais envoyé hors du Vietnam, mais bon, je vais essayer. Donc, il me l'a mis par DHL. Et on a commencé comme ça, 50 kilos par 50 kilos à peu près tous les mois. Et bon, maintenant, on fait par bateau. On en est à 500 kilos par bateau, tous les 3 mois. Ah oui, quand même, ça fait du volume. Donc, ouais, on a assez grandi. Ouais. Et ouais, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est génial. Et c'est vrai, ça nous a pris quand même 8 mois pour nous éduquer nos sens. Parce que la théorie... Donc, j'ai fait le cours Caillé. Après, on a trouvé sur Internet. Il y a beaucoup d'informations, forcément. Et en fait, dans le monde du chocolat, c'est un peu comme le monde du vin.
dans le sens où chaque terroir est différent, chaque maker va créer son propre chocolat avec ses propres goûts. Donc, les gens n'ont pas peur de partager leurs recettes, comment ils font. C'est vraiment ouvert, en fait. C'est assez sympa. Tu peux vraiment contacter un autre maker et lui demander comment tu fais ça, j'ai des problèmes. C'est bienveillant. Et lui dit, moi, je fais exactement ça comme ça. Les températures, c'est très précis. Ouais. Et il va donner la recette. Et en fait, le chocolat sortira complètement différent. Donc, c'est pas un problème. Donc, heureusement, on a cette communauté avec laquelle on a pu grandir. Et voilà, c'était vraiment de l'éducation de nos sens. Par exemple, si tu rôtis les fèves, il y a une température que tu dois suivre pour ton cacao, tes fèves de cacao. Donc, il faut déjà apprendre ça. Et après, il faut vraiment s'éduquer. Ton nez, tu dois sentir tout le temps. Ça sent le brownie, ça sent un peu le caramel, le chocolat. Et après, ça va être trop loin. Donc, tu dois vraiment apprendre quel est c'est assez subtil, le temps. Ouais. C'est très subtil. Le temps parfait. Et puis là, tu les sors. Mais... Okay. Donc, ça prend un peu de temps à s'éduquer. À maîtriser ça. Ouais. Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais avant, toutes les étapes du processus de fabrication, tu arrives à nous décortiquer un petit peu les grandes étapes. Ouais. Alors, nous, on fait le chocolat from the bean to the bar. Donc, de la fève à la tablette. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle. De la fève à la tablette. Ce qui veut dire qu'on est un peu dans la catégorie de craft chocolate. Donc, c'est comme le craft beer, natural wine, le sourdough, tout ça. On est un peu dans cette catégorie qui a grandi aux États-Unis, en fait, en 1990. Après toute la révolution industrielle, les gens se sont dit stop. Le chocolat, maintenant, industriel, il n'y a que du sucre, du lait. Enfin, il y a très peu de cacao au final. Donc, ils se sont dit stop, on va déconstruire tout le processus, on va revenir aux racines du cacao et vraiment ce qui est le cacao. Et l'idée du craft chocolate, c'est vraiment de mettre le cacao au centre. Donc, comme je disais, comme le vin, c'est vraiment de trouver le terroir, le cacao et de mettre ça en valeur, au fait. Donc, les cacaotiers, ils sont au Vietnam, et en gros, ils grandissent autour de l'équateur, plus ou moins 10 degrés. Ça s'appelle la Cacao Belt, d'origine d'Amérique latine. Et en fait, avec les colonies, ils ont été amenés en Afrique et après en Asie. Donc, nous, on reste sur l'Asie. Et donc, les cacaotiers, ils donnent des fruits après 3-4 ans de plantation. Et il y a environ 3 harvests par année. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent les cacao pods, on appelle ça. Ils ouvrent les cabosses, ils les vident dans des caisses en bois. Et ils fermentent là pendant 1 semaine. OK. Et après la fermentation, ils les sèchent sur des grands lits au soleil pendant à peu près 1 semaine. Ça dépend du climat, en fait. Et ça doit être fait à la ferme parce que le cacao va prendre toutes les odeurs, tout ce qui est autour de lui. Donc, si tu le fais dans une machine, ça va prendre les odeurs et ça ne sera pas aussi bon. Donc, ça doit être vraiment fait à la ferme. Et en fait, la ferme avec qui on travaille, donc dans le centre de la région de Dak Lak au Vietnam, eux, ils ont des scientifiques qui bossent là-dessus. Donc, ils ont vraiment développé leur processus. Nos fermiers, c'est vraiment des experts dans leur domaine, si tu veux. Donc, nous, on ne va pas les fermenter nos propres beans. On peut influencer suivant ce qu'on aimerait, mais on leur laisse faire... Vous donnez quand même un petit peu des indications. Donc, on leur laisse faire leurs arts. Donc, eux, ils fermentent, ils sèchent et ils nous envoient. Donc, ils envoient ça dans les grands sacs de jute, comme le café. Et après, ça va directement chez notre torréfacteur. Et donc, lui, il store le cacao, heureusement, parce qu'à Hong Kong, l'espace est cher. Ouais. Et en fait, lui, il va retirer les fèves et nous les envoyer dans notre cuisine, dans notre factory. Okay. Et ça, donc en fait, c'est une experte du café qui nous a aidé à développer la courbe et le profil qu'on aime. Mais c'est fou parce que dès que tu changes un tout petit peu le temps et les températures, le chocolat va avoir un goût complètement différent. Donc ça, c'est la première étape où tu façonnes un peu le goût final, le roasting. Après, nous, on le reçoit, on sépare les fèves des coques. Donc ça, on les écrase et après, on utilise un système d'air pour pulvériser les coques. Et on se retrouve avec les nibs, on appelle ça, l'intérieur des fèves de cacao. Très bon en soi. Et après ça, on met dans un moulin en pierre qui va pendant 2 jours macérer les fèves. Et en fait, la fève, c'est comme une noix. Donc, tu as le beurre à l'intérieur de la noix, si tu veux, qui sort. Et ça va devenir une pâte liquide. Et ça, c'est le chocolat. Et là, le temps dépend de maker. Ça peut être entre 12 et 65 heures. Nous, on faisait 61, maintenant on est à 48. Et ça, encore, le temps va pouvoir raffiner le goût du chocolat. Donc, nous, on est à 48 heures et après, on met le sucre. Le sucre, donc nous, notre chocolat, il est à 75% de base, c'est-à-dire 75% de cacao et 25% de sucre. Il n'y a rien d'autre. Après, il y en a qui peuvent mettre de la lécithine de soya ou de tournesol. Nous, on met pas, on n'aime pas le goût. Bon, en général, ils le mettent pour que ça soit plus stable. D'accord. Donc c'est de la conservation si tu l'importes, aussi. l'export, ouais. Ça peut aider à ne pas changer.
Nous, on met pas, on trouve que c'est pas nécessaire. Après, c'est là aussi où tu peux mettre tes poudres, le lait ou quoi que ce soit si tu veux mettre à l'intérieur de la machine. Et l'étape après, donc nous, on les fait en bloc et on va age. On va vieillir ça pendant 1 mois. En fait, c'est pour que le goût du chocolat se stabilise. D'accord. Parce que dès que tu le fais, il y a encore des particules qui sont un peu dans tous les sens et on veut que ça soit assez stable pour pas que le chocolat change avec le temps. Donc, le chocolat, au final, ne périt pas parce qu'il n'y a que du sucre et de la graisse et des substances solides, quoi. Donc, on met 6 mois sur le packaging, mais au final, il ne changera pas. Donc, c'est pour ça qu'on a 1 mois à vieillir et après, on le fait fondre. Et là, c'est le process qui s'appelle tempering, tempérer le chocolat. Et en fait, ça, c'est ce que les pâtissiers ont toujours peur. Mais en gros, c'est monter la température, redescendre et remonter un peu pour que les cristaux se forment. En fait, il y a 6 cristaux dans le chocolat, ils doivent être dans une certaine forme. Donc, si tu vois, par exemple, quand il fait trop chaud et ton chocolat devient blanc, c'est parce que le beurre de cacao est remonté à la surface. Et en fait, c'est pas mauvais et il y a rien de... Non, c'est juste c'est visible. C'est juste la visibilité, mais ça ne changera pas à ton goût au final. Donc, les gens aiment bien que ça soit brillant, que ça snap et que ça soit parfait. Donc, il faut qu'on tempère proprement. Et en fait, nous, ce qu'on fait un peu différemment, c'est on joue avec le thé, avec les épices, avec les piments, les herbes, les fruits, pour créer des différentes saveurs, en fait. Et il y a différentes façons de les faire. Soit on le met dans la machine, donc dans le mélangeur en pierre. Ça, c'est pour vraiment intégrer la saveur au chocolat. Donc, on peut faire ça, par exemple, avec le piment, avec les noisettes, par exemple, pour que ça soit plus crémeux. Sinon, on le met au dernier moment. Quand on fait le tempérage, on le mélange au dernier moment ou on le met par-dessus. Il y a différentes façons de le faire. Et en fait, là, on est en train de développer une façon de vieillir le chocolat avec des arômes. Donc, on a fait avec le café. Là, on est en train de faire avec le cigare. Et en fait, tout ce qu'on n'arrive pas à mettre forcément dans le chocolat, parce que de l'eau, par exemple, on ne peut pas travailler avec de l'eau, ou du cigare, ça va être un peu compliqué, ou de la fumée, quoi que ce soit, et ben on va le mettre dans une boîte avec le chocolat le café, c'est 1 semaine, c'est très rapide. Et le cigare, là, ça fait 2 mois. Incroyable. Donc, ça peut durer, on verra, j'espère pas trop longtemps. Et après, ça va prendre les arômes. Mais ils sont pas dedans. Ça va être juste des senteurs. C'est imprégné, en fait. C'est imprégné, ouais. Okay. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Là, on travaille aussi avec des chefs pour voir s'ils peuvent utiliser le chocolat dans leur dessert. Mais aussi, on aimerait bien prendre un peu cette route culinaire, en fait, de prendre le chocolat et de le mettre dans des plats salés. Parce qu'en fait, le chocolat qu'on connaît maintenant, qui est sucré, c'est vraiment une façon de manger le chocolat. Mais si tu regardes 5000 ans chez les Incas, pas un dessert comme ça. C'était pas un dessert, c'était une boisson qui était bitter et plein d'épices et vraiment, vraiment forte. Et sans sucre, vraiment forte, sans sucre, amère et forte. Et donc, on aimerait un peu revenir vers ça et comment utiliser le cacao dans des plats, de chocolat en sauce, tout ça, quoi. Incroyable, donc plein de projets. Plein de projets. Tu évoquais avant le sourcing de vos matières premières, enfin du cacao. En termes de fair trade, comment ça se passe? Vous avez de la transparence là-dessus? Ouais, alors nous, on source directement de la ferme. Donc, on travaille directement avec le fermier. En fait, le fair trade, les gens nous demandent tout le temps est-ce que vous avez fair trade ou organique, si tu veux. Et nous, on n'est même pas dans cette catégorie parce qu'on travaille avec une ferme qui est tellement petite qu'elle ne pourrait pas avoir les requirements pour le fair trade. Et en fait, le fair trade, ça a été fait pour les grandes fermes de cacao, pour que les Nestlé, les Lindt, tout ça, ils payent pas trop bas les fermiers, si tu veux. Mais nous, on n'est pas du tout dans cette catégorie-là. Nous, on travaille directement avec la ferme, dans une petite ferme d'ailleurs, et le fermier met les prix qu'il veut. Et nous, on travaille vraiment proche avec le fermier, et c'est lui qui fermente les fèves et tout. Tu vois, c'est pas... Si tu vas dans les Nestlé, eux, ils achètent juste les cabosses et ils vont tout faire eux-mêmes. Ouais. Ils les payent très bas. Et du coup, tu as les problèmes d'esclavage dans les plantations de cacao, tout ça, qui est un vrai problème. Mais qu'au final, tout ce qui est craft chocolate, on n'a pas vraiment ce problème. Parce qu'on travaille avec des toutes petites fermes qui sont vraiment expertes, qui font tout le processus elles-mêmes et qui dictent leur prix. Et leur cacao a tellement de valeur qu'au final, si nous, on essaye de pousser leur prix, ils disent non, merci. Ouais. Et puis il n'a pas besoin de nous au final. On a vraiment un partenariat. Et si nous on grandit, lui ça l'aide. C'est win-win. C'est win-win. Donc c'est pas la même catégorie. Et pareil pour le organique en fait. D'accord. On lui a demandé, elle a dit est-ce que tu es certifié organique? Il a dit écoute, moi je dois donner 7 ans de soil sample, d'échantillons de sol. Et j'ai pas.
Donc, je vais pas être certifiée organique d'ici peu, mais on est allé voir sa ferme, on a vu tout le processus et ça nous suffit. Oui, tu as des Donc, garanties de visu, entre guillemets. T'as pas besoin voilà, de- on a un peu notre système de validation et puis on sait qu'on travaille direct avec lui, donc on sait avec qui on travaille. Voilà, et après, si on a une nouvelle ferme, là, on regarde aux Philippines. De nouveau, on va aller voyager, on va aller voir la ferme, rencontrer les gens et s'assurer d'avoir une bonne relation avant de travaver avec eux. Et là, vous avez envie de diversifier pour avoir d'autres saveurs, d'autres types de Ouais, cacao. donc le cacao du Vietnam, notre terroir, les notes sont assez boisées, earthy, comment on dit, terreux. Oui, terreux, je pense, je sais pas, ouais. Boisé, terreux, des arômes de tabac, de cerise. Et là, on aimerait bien bosser avec une ferme à Davao, aux Philippines. Et eux, les notes sont vraiment plus fruitées. D'accord. Donc plutôt fruits rouges et un peu plus light, si D'accord, tu veux. plus brut d'un côté et puis peut-être plus light. Plus léger, plus Ouais. fruité. Donc, on aimerait bien avoir ces deux cacao pour jouer de différentes saveurs. Donc, on verra. Hyper cool. Ouais. Je lisais sur votre site justement que votre chocolat est accidentellement vegan. Donc, c'était pas voulu, mais Non. je crois que vous êtes en train de développer, que vous avez développé un chocolat au lait. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que donc, quand on a commencé à faire du chocolat, les gens venaient vers nous, fait « Ah, your chocolate is vegan ». Oui, votre chocolat est vegan. Bah oui. Et en fait, ce que les gens savent pas, c'est que le chocolat noir, c'est du cacao et du sucre. Il devrait pas y avoir de lait. Et en fait, tous les chocolats commerciaux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils, comme le café du Starbucks, ils brûlent les fèves pour que ça soit le goût la même chose, que ça soit vraiment stable, homogène. Et du coup, ils rajoutent du lait, du sucre, toute la vanille, tout ce qu'ils peuvent pour masquer le goût amer, en fait. Et c'est pour ça que toutes les tablettes de Lindt ont le même goût. Si tu goûtes nos chocolats, ils n'ont jamais vraiment le même goût, mais c'est ce qu'on recherche au final. Et donc, le chocolat noir ne devrait pas avoir de lait, il ne devrait rien avoir. Donc, c'est pour ça qu'on dit accidentally vegan. En gros, c'est naturellement vegan, donc ça ne devrait pas être autre chose. Et en fait, après, donc les végans a toujours été des grands consommateurs pour nous. Et après, on s'est dit, au final, on n'a pas envie de mettre du lait en poudre, on n'a pas vraiment envie de travailler avec des matières animales du tout. Pourquoi on ne resterait pas sur le vegan? Donc, on a resté... De toute façon, on fait plutôt des barres foncées, donc des barres noires, 75, 80, 85, 90, 100. Et là, on vient de développer une barre au lait. Donc, le chocolat au lait, c'est une catégorie, si tu veux. Donc, c'est à blanc, lait, noir. Le lait, c'est quoi? 35% de cacao. Donc, ce qu'on fait, c'est quand même un dark milk. Ce qui veut dire que c'est dans la catégorie noire, mais on rajoute du lait. Parce qu'il est à 52%. Donc, il y a quand même beaucoup de cacao. Ouais. Et en fait, le challenge, c'est qu'on voulait vraiment recréer le goût du chocolat au lait. Donc, tu sais, le lait, ça va un peu coat. Ça enrobe. Ça va enrober et tu vas avoir cette texture un peu sticky presque. Et après, tu as un peu le goût du lait qui est un peu acidulé. Qui vient contraster. Donc, on voulait recréer en fait cette expérience pour les gens qui peuvent pas forcément en manger. Donc, on a goûté beaucoup de chocolat au lait, du Cadbury, mais aussi des craft makers, tout ça, qui utilisaient vraiment de la poudre de lait. Et on a recréé la façon végane. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des noix de cajou. Et après, on a trouvé que la crème de noix de coco, qu'on rôtit au four pour que c'est ce goût caramel, ce goût un peu acidulé, comme le chocolat au lait. Donc, on recrée ça. Et ça a mis vraiment 8 mois à se développer. On n'arrivait pas vraiment à trouver la recette. Bon, ça, je dois dire, c'est vraiment le bébé d'Amit. Moi, je goûtais seulement. C'est pas mal aussi. Il a mis beaucoup de temps à développer son truc. Et la chance qu'on a, c'est qu'on est assez bien entouré. Donc, on a des amis dans le monde du food. On a un ami qui est sommelier dans un Michelin Star. Donc, lui, il nous a aidé aussi à développer. J'ai une amie qui est un food scientist. Donc, elle nous a aussi aidé par rapport à vraiment le côté moléculaire. Donc, ils sont allés assez loin. Et en fait, ce qu'on aime vraiment faire, c'est tout ça. C'est la recherche, le développement et d'avoir des challenges. Alors, comment on met du mescal dans le chocolat? Tu vois, tous les challenges qu'en général, on ne trouve pas, toutes les saveurs qu'on ne trouve pas dans le chocolat. Et on va essayer d'aller mettre ça dedans, parce que c'est ce qui nous intéresse au final. Et comment vous avez fait? Parce qu'au début, vous étiez dans votre cuisine avec en gros une grande casserole. À la maison. Après, il a fallu upgrader un peu. Ouais, alors on a commencé à la maison, tout le processus. Donc, on rôtissait dans notre four. Après, ce qui était compliqué, c'était de séparer les fèves des coques. Alors ça, on mettait tout dans un grand ziploc, on tapait dessus. Et après, j'allais dans ma douche
avec une chaise, je fermais la porte, je mettais ça dans un grand bol et avec le sèche-cheveux, je faisais voler les coques. J'adore. Ça me prenait des heures, mais je faisais ça. Après, on avait 2 machines qui tournaient dans la maison pendant 3 jours, donc on dormait pas très bien. Et en fait, on s'est vite dit, non, il faut qu'on sorte. Donc, ce qui est chouette à Hong Kong, c'est que les gens sont vraiment prêts à t'aider. Et donc, on en a parlé un peu autour de nous. J'ai un ami qui dit, oui, moi, j'ai un ami, il a des restaurants, il a une petite cuisine. Je sais qu'il y a des gens qui partagent. Je vais te mettre en contact. Donc, on est allé rencontrer le gars. Il a dit, oui, pas de souci. Venez dans ma cuisine. Vous l'utilisez 1 fois par semaine. On ne payait rien. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Ok. Puis là, il a fallu acheter du matériel, j'imagine, un peu Oui, plus... alors on poussé. a acheté plus même les moulins à pierre, là, on en a acheté plus parce qu'elles sont comme ça, elles tiennent sur la table, quoi, donc c'est pas immense. Et après, on a dû faire un grand investissement, c'est la machine de tempérage. En gros, c'est une machine de tempérage continu et on peut faire 15 kilos à la fois. Et en fait, là, on pouvait pas la mettre chez lui parce qu'il y avait plus de place, donc on a dû trouver une autre cuisine. Et en fait, à Hong Kong, les restaurants ont beaucoup de central kitchen. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de place dans les restaurants pour cuisiner, ils préparent tout dans une cuisine centrale. Puis après, ils amènent ça. Et après, ils amènent. Donc, ces cuisines centrales, elles sont en général dans les zones industrielles, elles sont assez grandes. Et là, ils avaient assez de place pour nous accommoder. Donc, on a pu mettre notre machine. Et là, on a grandi avec eux. Après, on en a changé dans une autre. Et là, maintenant, on a notre propre cuisine. D'accord. Donc là, on a vraiment pu grandir, avoir nos propres frigos, plus de machines. On peut y aller tous les jours. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. Quoi. Donc, on a commencé en fait en part-time. Donc, c'était un projet à côté qu'on grandissait le soir et le week-end. On allait faire le chocolat le week-end. Le soir, on essayait de faire nos ventes et tout. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est soit on y va à fond, soit pas. Soit on arrête. Quoi. Ouais. Et moi, j'avais de la chance parce que mon job était vraiment flexible. Donc, j'arrivais vraiment à bosser plus dessus. Après, j'ai été mise en part-time parce que ça allait pas très bien. Tant mieux pour moi. Et après, donc moi, je suis allée l'année passée, je crois septembre passé. Je suis allée full-time dedans. Je suis sortie, temps plein dans le chocolat. Et mon partenaire a mis depuis janvier cette année. D'accord. Okay, donc là, on est les 2 temps plein. Ouais. Et ouais, ça fait peur, mais il faut y aller. Mais en même temps, il y a plein de choses hyper positives qui se passent. Oui, non, on est vraiment contents. Et quand on voit nos amis qui travaillent dans des bureaux toute la journée et qui se plaignent, on se dit, waouh, non, on se réveille, on va faire du chocolat. Ouais, je fais un truc qui fait kiffer, quoi. Ouais, donc non, on a des moments durs, forcément, c'est dur et c'est dur d'être partenaire dans la vie et de bosser ensemble, vraiment, c'est dur. T'as envie d'en parler tout le temps, je pense, en plus, non? Tout le temps, c'est incessant. Mais bon, c'est ce qu'on aime, c'est la passion aussi, donc c'est génial, mais c'est vrai que parfois, on regarde les autres en allant, qui vont dans le métro, tu sais, nous, on va à la cuisine, eux, ils vont bosser, et on se dit, on a quand même vraiment de la chance. Et aujourd'hui, vous êtes que les 2 en guillemets à travailler dessus ou vous êtes entourés, vous avez d'autres personnes qui vous au-delà des personnes que tu as mentionnées tout à l'heure? Mais... Ouais. Non, alors eux, c'est plutôt des amis autour, qui aiment bien venir dans la cuisine et tout goûter, forcément. Non, alors on est les 2. Et après, on a un interne et on a une part-time qui nous aide dans la cuisine. Donc là, on n'est que les 4, si tu veux. Et là, on est en train de grandir et chercher des personnes un peu plus à temps plein, en fait. D'accord. L'ambition, de guillemets, c'est quoi? Parce que pour le moment, vous vendez uniquement dans la région Hong Kong et Asie-Pacifique, quoi. Pour l'instant, non. Alors, pour l'instant, que Hong Kong. D'accord. Donc là, le plan pour Hong Kong, c'est nous de pouvoir sortir de la cuisine parce qu'on est encore les 2 qui font toutes les bars. Donc, on doit vraiment sortir de la cuisine. Donc, on aurait trouvé quelqu'un pour gérer la cuisine, si tu veux. Et nous, on peut sortir et après s'occuper des ventes, tout ça. Ce qu'on devrait déjà faire, mais bon, on adore quand même cuisiner, faire les bars. Donc ça, c'est le plan. Et oui, donc là, on grandit à Hong Kong. Donc on vend directement aux consommateurs, on vend à travers des shops. Donc c'est très difficile d'avoir son propre magasin à Hong Kong, c'est pas vraiment conseillé. Donc là, en fait, on est dans 35 différents points de vente, ce qui est au fait mieux parce qu'on est partout du coup. Et après, on vend aussi dans les corporates et les hôtels. Donc là, on commence les hôtels, ce qui va être du volume, ce qui va nous permettre de grandir encore. Et après, oui, on cherche Asie du Sud-Est. Donc là, on commence à Singapour. Singapour, c'est un marché très proche de Hong Kong, donc c'est plutôt facile. Et Japon serait probablement le prochain. Ouais. La Chine, en théorie, oui, mais c'est compliqué, la Chine. Et puis après, idéalement, l'Europe. Et ensuite, la Lune. Ensuite, la Lune. Génial. Le monde entier.
Et tu parlais tout à l'heure de la culture un peu du chocolat à Hong Kong. C'est quoi un petit peu les goûts que les gens aiment là-bas? Est-ce que vous arrivez justement à vous positionner, parce que tu disais, avec des saveurs assez particulières ou est-ce qu'ils sont plus sur des choses très sucrées Alors, ils sont un peu les deux, je dois dire. Alors, notre best-seller, ça reste le Salt and Caramel. Forcément, le sucré salé, tout le monde adore. Et puis, c'est peut-être la saveur qui est la plus simple, la plus approachable. Donc ça reste vraiment populaire. Après, ils n'aiment pas le sucre. Donc, ils vont vouloir moins de sucre. Donc, c'est pour ça, plus c'est foncé, mieux c'est. Donc, 70%, ça va. Il y a des gens qui nous demandent vraiment 90-100%. Bon, ça, c'est vraiment un groupe à part, je pense. Après, vu qu'on a tous les véganes, eux, ils sont aussi habitués à moins de sucre. Donc, ils vont préférer ça. Et point de vue saveur, alors les Hongkongais, ils sont très friands de tout ce qui est nouveau. Donc, s'il y a des nouvelles flavors qui sont un peu particulières, alors ça, ils vont aimer. Mm-hmm. Ils vont aimer pour le concept, pour pouvoir montrer à leurs amis et puis mettre ça sur Instagram. Ouais, ils adorent être considérés comme des foodies, tu vois. Donc, s'ils arrivent à trouver les nouveaux food trends, ils adorent. Donc ouais, on a un bon marché, je pense. Ils sont assez curieux. Assez friands, tout ça. Ouais. Je dirais quand même notre clientèle reste 70% expat, 30% local quand même. Intéressant. Et après, on essaie quand même de faire tout ce qui est les fêtes nationales locales. Donc, on essaie quand même de faire des saveurs un peu plus locales avec du sésame, yuzu, de la sauce soya, des trucs comme ça un peu vraiment local. Parce que ça, ils aiment bien. Ils aiment bien pouvoir l'offrir. Donc, il y a aussi une grande habitude de faire des cadeaux, d'offrir. Donc, ça, on est aussi dans cette catégorie. Donc, sur les périodes de fête, vous pouvez vous positionner. C'est assez intéressant. Et il y a 2 autres compagnies de Bean to Bar à Hong Kong établies, mais pas beaucoup de gens les connaissent. Donc, je pense qu'on a assez poussé marketing. Donc, on est quand même considéré comme la marque à Hong Kong visible de et Bean to Bar. Aussi, ouais, mais là, le marché quand même commence à s'agrandir, ce qui est chouette pour nous au final, parce que c'est comme le vin. Donc, le compétiteur, tant mieux. Donc, ça fait connaître un peu le chocolat à Hong Kong. Et non, je pense que ça va grandir là dans les prochaines années. Même en Asie du Sud-Est, les gens consomment de plus en plus de chocolat. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un marché. Cool, on serait voir ça. Et le plus gros challenge peut-être auquel vous avez été confronté? Honnêtement, on n'avait pas vraiment l'intention d'en faire un business. C'est vraiment un ami qui nous a poussé. Il était là, faites un business plan, on verra bien où ça mène. Donc, c'était vraiment de savoir par où commencer et comment on allait mettre ça sur pied. Et vu que les deux, on ne savait pas vraiment par où commencer et quoi faire au final, fallait essayer, quoi. Fallait essayer dans cette direction et être assez humble pour se dire, OK, ça ne va pas, donc on pivote, on va essayer une autre direction. Et voilà, il faut être assez humble pour se dire qu'au final, on n'a pas les réponses et il n'y a pas de marche à suivre, malheureusement. Il n'y a même pas de réponse juste, en fait. Tu testes et tu vois où ça mène. Il faut essayer et puis s'adapter tout le temps, quoi. Mais non, c'est une chouette aventure et on ne voit pas le temps passer. Oui, j'imagine. Et le mot de la fin, si tu avais pu te donner un conseil, peut-être il y a quelques années en arrière, ce serait quoi? De ne pas avoir peur de sauter le pas. Au final, les gens sont vraiment prêts à t'aider. Mais si tu as un bon produit et un bon service, il va se vendre tout seul. Donc, il faut vraiment croire en ton produit et puis après, ça va jouer. Et y aller. Top, merci beaucoup. Merci. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.